J'espère que vous êtes prêts pour un petit point lecture qui, une fois de plus, sera hétéroclite à souhait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, pour changer, je vais vous parler bouquins. Vous commencez à connaître, je pense, le principe de la chaîne. En tout cas, je l'espère si vous êtes ici. Comme cela arrive assez régulièrement sur la chaîne, les lectures d'aujourd'hui vont être assez diverses et variées, puisqu'au programme du jour, il y aura du roman plutôt contemporain, un petit thriller et également un recueil de nouvelles. Oui, vous l'aurez compris, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Et l'autre bonne nouvelle du jour, c'est que dans l'ensemble, toutes ces lectures furent, en tout cas pour ma part, de plutôt bonnes lectures. Alors par contre, contrairement à d'habitude, je ne vais aujourd'hui vous parler que de 3 ouvrages, puisque tout simplement j'ai envie de tester un format peut-être un tout petit peu plus court, parce que tout simplement j'aime faire des avis un peu étoffés, j'ai tendance parfois à m'étaler un petit peu lorsque je parle de bouquins, ce qui fait que j'ai remarqué que lorsque je vous présente habituellement 4 livres, parfois, les vidéos peuvent facilement dépasser les 40, voire frôler les 50 minutes. Et moi-même, en tant que consommatrice de vidéos YouTube, et plus particulièrement de vidéos Booktube, c'est vrai que je n'ai pas toujours 40-50 minutes devant moi pour regarder une vidéo, loin de là. Et me mettant ainsi dans les baskets d'un consommateur, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de tester un format un tout petit peu plus court pour mes avis lecture. J'ai donc décidé, là et pour quelques temps, de vous proposer des points lecture avec non plus 4 livres, mais 3 livres. Et puis, ma foi, advienne que pourra, on verra bien ce que ça donne, et j'espère en tout cas que ça continuera à vous plaire. Alors, comme d'habitude, je vais prendre du coup les ouvrages tels qu'ils sont posés devant moi. Et oui, hasard des choses, il s'avère que lorsque je les regarde, je me rends compte qu'ils sont également classés dans l'ordre de lecture. Donc le premier que je vais vous présenter est le plus ancien que j'ai lu et le dernier sera donc le plus récent. Dans ces conditions, je vous propose que l'on démarre tout de suite en parlant de Café Lowandel de Tatiana Doroné aux éditions Le Livre de Poche. Alors je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, il s'agissait tout simplement d'un roman de Tatiana Doroné, comme j'en ai déjà lu plein. Bon, bah ça m'apprendra à lire correctement les couvertures, puisque c'est bien marqué Café Lowandel et autres nouvelles. Donc bon, si j'avais été un peu plus maligne, j'aurais su effectivement, avant de débuter cette lecture, qu'il s'agissait d'un recueil de nouvelles. Un recueil qui compte pas moins de 10 nouvelles pour 270 pages. Ça vous donne une petite idée comme ça de la taille de chaque nouvelle. Alors j'ai commencé cette vidéo en vous disant que toutes les lectures du jour furent de bonnes lectures. Je vais nuancer un petit peu. Oui, ce recueil fut dans l'ensemble une bonne lecture, mais c'était pas non plus exceptionnel. Heureusement, j'ai pris des petites notes concernant chaque nouvelle, parce que sinon, je ne suis pas certaine que j'aurais pu vous en faire un résumé très étoffé. Alors à titre personnel, comme je le disais, j'ai déjà lu quelques romans de Tatiana Doroné par le passé, et c'est vrai que si ce ne fut jamais des coups de cœur, je dois reconnaître que dans l'ensemble, j'apprécie plutôt bien sa plume et de façon globale ce qu'elle propose. Et c'est vrai qu'en y repensant, eh bien, je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je n'avais plus lu cet auteur. Donc voilà, un jour un peu par hasard, j'ai décidé de me laisser tenter par ce titre, qui fut donc, vous l'aurez compris, le tout premier recueil de nouvelles que je lisais de cet auteur. Alors la toute première nouvelle s'intitule tout simplement Café Lowandel, comme c'est le titre du recueil, et malheureusement j'ai envie de dire mais quel dommage, parce que vraiment dès le départ j'étais plongée dans ma lecture, je me laissais totalement porter par l'histoire que l'auteur me déroulait, et d'un coup la fin est arrivée, mais alors comme un coup près. J'avais l'impression que cette histoire promettait mais tellement plus, et au final j'ai vraiment eu ce sentiment d'être totalement coupée en plein élan. Et vous m'excuserez si je ne vous fais pas un résumé des histoires de chaque nouvelle, mais comme vous l'aurez compris, ce sont des nouvelles qui dans l'ensemble sont toutes quand même plutôt courtes, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous faire un résumé de toutes les histoires, puisqu'elles sont courtes. La seconde nouvelle s'intitule Amsterdamnation, et globalement, je pense que je ferai à peu près les mêmes reproches à cette seconde nouvelle, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une bonne histoire, bien écrite, mais vraiment la chute arrive tout d'un coup et laisse sur un sentiment d'inachevé. Et vous allez voir, c'est malheureusement quelque chose qui revient assez régulièrement dans ce recueil de nouvelles. La troisième s'intitule La tentation de Belle Ombre.
Pour le coup, il s'agit plutôt d'une sorte de récit autobiographique dans lequel Tatiana Doroney imagine une lettre qu'elle écrit à l'une de ses ancêtres. C'est donc une nouvelle très personnelle que personnellement j'ai trouvée très douce, empreinte de nostalgie et aussi de beaucoup d'amour. L'auteur nous y livre donc une partie de ses racines et nous y raconte une vie finalement peu banale, faite de choix qui auront des répercussions sur toute une descendance, ce qui au final a été le cas, vous me direz, de tous nos ancêtres. Et ouais, quand j'y repense, ce fut vraiment pour le coup une chouette nouvelle. La nouvelle suivante s'intitulait Un bien fou et pour le coup c'était une nouvelle très courte que j'ai trouvée, excusez-moi, mais sans intérêt et qui en plus de ça, selon moi, détonnait vraiment par rapport aux autres nouvelles de ce recueil. Elle présentait un côté comique, presque grotesque, que je n'ai pas vraiment compris et en plus de ça, je dois vous avouer que je n'ai pas retrouvé tout simplement l'auteur, son style, son univers dans cette nouvelle. Un peu comme si elle avait été écrite par un autre auteur. Ce qui est quand même plutôt dommage. La nouvelle suivante s'intitulait Osalide et voilà encore l'exemple type d'une nouvelle qui partait très bien et qui s'est arrêtée de façon très brutale. Je vous ai dit, c'est quelque chose malheureusement d'assez récurrent dans ce recueil. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'auteur a arrêté cette nouvelle ainsi. Ça m'a vraiment donné ce sentiment que l'auteur avait commencé son histoire, avait commencé à la développer et que tout à coup elle s'était dit non, en fait ça me plaît pas, je mets cette histoire de côté sans jamais la terminer et ça avait un côté mais hyper frustrant. Vraiment, je crois que cette nouvelle au final m'a un peu énervée parce que j'avais vraiment ce sentiment qu'on me racontait une histoire sans me donner la fin. La nouvelle suivante s'intitulait Sur ton mur et pour le coup c'est une nouvelle qu'il faut un peu remettre dans son contexte parce que je trouve qu'elle a un peu vieilli puisque dans cette nouvelle-ci tout simplement on y parle eh bien de Facebook, de l'époque que vous aurez peut-être connu si vous étiez comme moi où les jeunes de 15-20 ans y racontaient absolument toute leur vie. Alors en soi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une histoire qui met en garde contre les réseaux sociaux et quoi qu'on en dise, je trouve que c'est toujours bien de le rappeler parce que ça reste un moyen potentiel de dérive et de danger pour des milliers de jeunes encore aujourd'hui. Cependant, je trouve que la façon dont l'auteur a traité ce sujet a vraiment un côté très déjà vu. Elle est vraiment allée au plus simple dans le traitement de cette thématique et une fois de plus, vous l'aurez deviné, la fin donne l'impression qu'il nous manque une suite que l'on est censé avoir et que l'on n'a pas. Ensuite, il y avait la nouvelle La méthode K. Et alors, pour le coup, je n'ai pas du tout aimé cette nouvelle qui, pourtant, a pour thématique, on va dire, le désir et le plaisir féminin. Mais c'est une nouvelle que j'ai trouvée très basique et très cliché. Et je crois que d'autant plus venant d'une femme, ça m'a profondément déçue. On reste un peu dans les mêmes thématiques, dans le même univers avec la nouvelle suivante qui s'intitulait Constat d'adultère. Et donc en toute logique, vous l'aurez compris, c'est malheureusement une nouvelle que là non plus je n'ai pas appréciée. Pour moi, il s'agit d'une sorte de pseudo compte-rendu pornographique sans intérêt. Gros flop pour ma part, d'autant plus que je ne suis même pas certaine d'avoir tout à fait compris la fin, donc voilà. Grosse déception pour moi pour cette nouvelle-ci. Ensuite venait la nouvelle Dancing Queen et alors là, ça c'est vraiment le parfait exemple d'une nouvelle courte mais efficace. J'ai adoré cette petite histoire que j'ai trouvée touchante et même un brin poétique si on met de côté le penchant un peu stalker du jeune homme de l'histoire. J'en conviens. C'est une petite histoire qui nous rappelle comme ça, l'air de rien, le bonheur des petites choses simples de la vie et aussi comme parfois le destin fait bien les choses. Et ouais, ma foi, c'était une nouvelle qui faisait plutôt du bien. Ensuite venait La femme de la chambre d'amour, qui était pour le coup une nouvelle pas désagréable, mais qu'au global j'ai trouvé un peu fade et franchement pas très mémorable. Et voilà, on a fait le tour de toutes les nouvelles. Alors si je devais résumer cette histoire, ce recueil, je dirais que très clairement toutes les nouvelles ne se valent pas, que ce soit d'ailleurs
en termes de nombre de pages, d'intérêt d'histoire ou même de qualité d'écriture. Mais cependant, elle présente certains petits points communs, comme par exemple le fait que toutes parlent de relations humaines, et plus particulièrement de relations amoureuses, de relations charnelles, de relations passionnées, qu'elles soient d'ailleurs passées ou encore naissantes. En plus de ça, c'est un recueil dans lequel on voyage pas mal entre Paris, Biarritz, l'Angleterre ou encore Amsterdam. Et ça, vous vous en doutez, c'était plutôt pour me plaire. Un recueil donc, somme toute, pas déplaisant, hein, clairement pas. Ce fut un plutôt bon moment de lecture, malgré quelques nouvelles qui pour le coup ne m'ont vraiment pas plu. Mais je pense que malheureusement, c'est une lecture dont j'aurais tout oublié ou presque assez rapidement. Pour ce qui est du roman suivant, nous allons partir dans un tout autre genre, puisque j'ai également lu il y a peu Le Pensionnat des Innocentes d'Angela Marsons aux éditions Pocket, qui, je le rappelle, m'avait été très gentiment offert par l'une d'entre vous. Donc, Séverine, si tu passes par là, encore un grand merci à toi. Pour ce qui est de vous résumer ce roman, je vais rester assez, je dirais, évasive parce que pour moi, le résumé qui en a été fait sur la 4e est non seulement un peu spoilant entre guillemets et pas tout à fait adapté à l'histoire. Je trouve qu'il a un côté un peu biaisant. Donc personnellement, ce que je pourrais moi vous en dire, c'est que l'on va y suivre une flic qui va enquêter sur la découverte d'un squelette et qu'en parallèle de ça, on va aussi avoir une autre temporalité qui va nous en apprendre plus sur le passé d'un orphelinat situé donc à Birmingham en Angleterre, là où se déroule toute l'histoire. Alors personnellement, je n'avais encore jamais lu de roman d'Angela Marsons et j'ai eu la joie de découvrir en débutant cette lecture qu'il s'agissait là d'un premier tome d'une saga policière. Alors l'une des premières choses qui tout de suite m'a frappée, c'est que le personnage de Kim, qui est donc notre flic que l'on va suivre tout au long de l'histoire, m'a très rapidement fait penser au personnage d'Ellen Grace, qui est donc le personnage récurrent de la saga écrite par M.J. Arledge. En effet, les deux personnages sont toutes les deux des femmes flics, à l'enfance assez compliquée, dirons-nous, fans de moto. Mais là où j'ai eu un petit souci au début, c'est que je trouvais le personnage de Kim beaucoup moins attachant qu'Ellen Grace. J'avoue qu'au tout départ, j'avais quand même un peu de mal avec ce personnage que je trouvais dur et désagréable un peu à outrance. Malgré tout, au fur et à mesure de la lecture, j'ai commencé à l'apprécier, j'ai appris à mieux la connaître, ce qui fait que je me suis petit à petit attachée à elle et surtout, je crois que je me suis vraiment attachée profondément au duo qu'elle forme avec Bryant, son coéquipier. J'ai également eu un petit souci pendant un certain temps avec les noms des personnages parce qu'il faut savoir qu'un même protagoniste était parfois appelé par son prénom, parfois appelé par son nom de famille et parfois même par son surnom. Autant dire que ce n'était pas toujours simple de s'y retrouver et d'arriver à se souvenir de qui était qui. J'avoue donc que le début de ma lecture fut un tout petit peu laborieux, mais malgré tout, je sais pas, il y a quelque chose qui a tout de même su m'accrocher et me donner cette envie de poursuivre ma lecture, de poursuivre plus loin ma découverte pour voir un peu où tout cela allait me mener. Car attention, Le Pensionnat des Innocentes n'est pas un roman policier dans lequel, je dirais, tous les éléments et les enjeux sont posés dès le début. Non, l'histoire se met en place petit à petit, tout comme les questionnements et l'enquête en elle-même. Et personnellement, j'ai apprécié me laisser porter par le rythme proposé par l'auteur. Et en disant ça, vous allez peut-être vous imaginer un récit très lancinant. Et en fin de compte, pas du tout. Je dirais même qu'au global, c'est une lecture que j'ai fait très rapidement parce qu'elle a malgré tout ce côté très addictif. C'est une histoire qui se lit donc très bien sans non plus tomber dans les travers, vous savez, du gros page-turner dans lequel tout va à 100 à l'heure. Non, là, les choses prennent tout de même leur temps. J'ai donc passé un bon moment de lecture, agréable, entraînant et divertissant, dans lequel il y avait ces personnages que j'ai apprécié apprendre à connaître, même si, malgré tout, ça reste
un roman policier qui pour moi comporte certains défauts. Tout d'abord, ne vous attendez pas à un polar hyper réaliste. Non, là on sent malgré tout qu'on reste sur une histoire qui est plutôt, je dirais, calibrée pour ce genre de littérature et par conséquent, certains passages pour moi manquaient franchement de crédibilité. Et c'est dommage parce que je suis persuadée que sans ça, c'est un titre qui aurait vraiment gagné en profondeur et en noirceur, et ça aurait pu en faire vraiment un roman qui aurait tout à fait flirté avec le roman noir. Attention par contre, certains passages sont très crus, donc lecteur sensible peut-être s'abstenir. J'ai par contre vraiment bien aimé le fait que l'histoire se déroule à Birmingham, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment d'en apprendre plus sur cette ville que je connais, ma foi, très mal, d'en apprendre plus sur son histoire, sur son passé, sur son état aussi actuel plutôt défavorisé. L'auteur nous plante vraiment le décor de ce qui est appelé en Angleterre le Pays Noir, qui assez facilement, j'ai envie de dire malheureusement, se trouve être le terreau parfait pour faire germer des histoires sordides, des schémas de famille problématiques ou encore des enfances brisées. Alors le contexte de ce roman n'est pas nouveau, hein. Bien au contraire, c'est vrai que j'ai déjà par de nombreuses reprises rencontrer ce décor de l'orphelinat dans mes lectures, mais au final, ce n'est pas le lieu de l'orphelinat en lui-même qui est le centre de cette histoire, donc ma foi, ce n'est pas vraiment un élément qui pourrait être problématique. Après donc une bonne lecture entraînante, j'ai malgré tout terminé ce roman sur une note un peu mitigée, parce que pour moi, la fin est un peu décevante. Elle n'était pas ratée, hein, loin de là. C'est juste que, personnellement, je l'ai quand même trouvé un peu facile par certains aspects et un peu trop flou, je dirais, sur certains détails. On sent en fait que l'auteur n'est pas allé très loin dans ses explications finales, non pas parce que ce serait un choix pour laisser une sorte de porte ouverte à l'imagination du lecteur, mais plus parce que tout simplement elle-même n'en avait pas plus. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications pour vous montrer la nuance entre ces deux intentions, dirons-nous. Du coup, sur la fin, ça nous laisse sur un sentiment de « ok, c'est pas crédible, mais c'est comme ça ». Après, il me semble que ce titre est un primo-roman, donc ma foi, j'imagine que Angela Marsons ira peut-être un peu moins dans la facilité dans ses prochains titres. En tout cas, c'est tout ce que l'on peut lui souhaiter. Néanmoins, je reconnais aussi qu'elle a totalement réussi à m'avoir sur un point que je n'avais pas du tout vu venir. Et franchement, c'était extrêmement jouissif de se faire berner. En résumé, pour ma part, c'est resté malgré tout une très bonne lecture qui a clairement fait le job de me divertir et de m'entraîner pour ces quelques 450 pages. J'ai au final apprécié le personnage de Kim et de son acolyte que je serai donc absolument ravie de retrouver dans les prochains tomes, même si, soyons réalistes, ce n'est pas non plus le type de lecture qui me marquera et dont je me souviendrai dans le temps. Mais en attendant, sur le moment, c'était vraiment plutôt cool. Je vous le dis, ça a clairement fait le job de me divertir, de me proposer une lecture entraînante et assez immersive, et par conséquent, si je peux tomber sur les tomes suivants et les dévorer, eh bien je le ferai avec beaucoup de plaisir. Et pour terminer ce point lecture, hein, comme je le disais, on va encore partir dans un tout autre univers et un tout autre genre littéraire, puisque j'ai lu, et alors là, je pense que certains d'entre vous vont avoir envie de me taper sur les doigts parce que ça fait partie de ces livres dont j'ai l'impression absolument tout le monde a déjà fait l'éloge, que j'ai l'impression que tout le monde a déjà lu, sauf moi. Car oui, ça y est, j'ai enfin pris le temps de lire L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Folio, qui est donc le premier tome d'une saga qui en compte 4. Bon alors, est-ce que je vous fais l'affront de vous résumer cette histoire? Non, parce qu'une fois de plus, hein, comme je l'ai dit, je pense qu'absolument tout le monde connaissait ce roman, sauf moi. Bon alors, ma foi, histoire qu'on ne puisse pas me taxer de booktubeuse en carton, je vais tout de même faire l'effort de vous proposer un tout petit résumé. De toute façon, j'ai envie de dire, je pourrais pas vous en dire grand chose, parce que
c'est un récit qui prend un peu son temps et où il ne se passe d'ailleurs pas 1000 choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc L'Amie prodigieuse, c'est l'histoire de Lila et Elena, qui sont deux jeunes filles qui se rencontrent, qui deviennent amies, même si elles ont une amitié, une relation un peu particulière, dans un quartier plutôt défavorisé de Naples. Et dans ce premier tome, on va grosso modo les suivre depuis leurs 6-8 ans jusqu'à, je crois, leurs 18 ans. En résumé, ce premier tome couvre donc grosso modo une période d'une dizaine d'années. Autre petit point que je vais tout de suite préciser pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, Elena Ferrante est un nom de plume dont on n'est toujours pas absolument certain de savoir qui se cache derrière. Alors, on a des gros soupçons sur une auteure italienne, mais celle-ci n'a absolument jamais affirmé ni démenti qu'il s'agissait d'elle, donc toutes les suppositions restent possibles. Comme je le disais donc, une fois n'est pas coutume, je me réveille une fois de plus clairement après la tempête médiatique. Et c'est ainsi donc que je me suis lancée dans cette lecture sans trop rien en attendre de particulier malgré l'énorme hype qu'il avait pu y avoir autour. J'avoue que lorsque j'ai débuté ma lecture et que j'ai vu les 3 pages comme ceci de listing de personnages, j'ai un peu pris peur et je pensais donc me confronter à un récit assez dense et peut-être un peu particulier dans lequel potentiellement j'allais être parfois un peu perdue. Et au final, je trouve que ce fut une lecture au global plutôt très agréable. Il faut dire que le style d'Elena Ferrante est très entraînant et a quelque chose de très oral qui fait que l'on dévore les pages comme on écouterait une vieille tante passionnante nous raconter sa jeunesse. Oui, il est vrai que je n'avais pas toujours très bien en tête tous les personnages secondaires, mais au final, ce n'était pas très important et cela ne m'a pas posé de problème durant ma lecture puisque L'Amie prodigieuse, c'est avant tout une histoire d'amitié, celle entre Elena et Lila. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que la relation qui unit ce duo est tout sauf linéaire. Comme je le disais, dans ce récit, on suit vraiment les rapports entre ces deux jeunes filles depuis leur enfance dans leur quartier de Naples alors qu'elles n'avaient pas 10 ans jusqu'à leur vie de jeune adulte. Et leurs rapports sont parfois tendres, parfois conflictuels. C'est vrai que souvent en compétition l'une avec l'autre et alors que on pourrait se dire parfois que leur relation est tout sauf saine, on voit ponctuellement poindre des signes d'un amour profond qui sont bien souvent totalement englués sous une énorme couche de pudeur. Ce roman est vraiment très intimiste. C'est un récit qui est donc écrit à la première personne du point de vue d'Elena, qui nous conte elle-même toute sa jeunesse dans ce quartier pauvre de Naples au cœur des années 50. Et une chose est sûre, c'est que par ce biais, on plonge complètement dans ce microcosme italien où les esprits s'échauffent très facilement, où chacun essaye de s'en sortir comme il peut et si possible mieux que son voisin, mais aussi où, lorsque cela est nécessaire, la solidarité sait se mettre en place. Dans L'Amie prodigieuse, on sent la pauvreté, la débrouille, l'envie aussi des rares qui ont réussi, la chaleur, la poussière, ainsi que le sang chaud et plein d'orgueil des Italiens. Ce récit, c'est également une histoire de rêve de petite fille, de rêve d'ascension sociale, de couper littéralement avec ses parents qui pourtant sont censés être les modèles par excellence et de façon plus globale d'ailleurs de créer une vraie fracture avec les générations précédentes. C'est l'histoire d'une jeunesse qui se cherche, qui a envie de se construire autrement et c'est aussi et surtout une sorte d'ode au savoir. Dès le départ, l'apprentissage, l'école, le savoir, la lecture sont vraiment perçus non pas comme un droit élémentaire parce que nous sommes tout simplement dans les années 50, mais comme un formidable biais d'ascension sociale et intellectuelle qui gonfle littéralement l'amour-propre de ces deux gamines qui en manquent cruellement. Le savoir est vu dans ce roman comme un espoir, comme une porte de sortie vers un avenir
meilleur et différent de celui qui est écrit depuis la naissance de ces deux gamines. Et c'est vraiment un aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce titre. C'est également un point très important dans la relation entre Lila et Lena, un point qui par moments les rapproche et par moments les divise. Attention par contre, c'est une histoire dans laquelle il y a au global assez peu de dialogue et dans laquelle parfois on pourrait percevoir certaines répétitions. De plus, la plume, bien que très agréable et entraînante, n'est pas non plus d'une originalité et d'une qualité littéraire folle, mais c'est un roman sur les relations humaines et sur l'amitié avec une ambiance napolitaine hyper immersive que personnellement j'ai trouvé vraiment très réussi. Bien sûr, l'attrait premier de ce roman tient à l'attachement que l'on peut avoir pour ces deux gamines qui sont vraiment au centre du roman. Et si j'apprécie beaucoup Elena, je dois reconnaître que je suis tout de même beaucoup plus attachée et intriguée par le personnage de Lila, qui est vraiment une protagoniste pleine de rugosité, qui est souvent perçue comme dure, voire méchante, mais dont on devine qu'elle cache beaucoup plus de douceur et de fragilité qu'elle ne le laisse paraître. C'est vraiment un personnage complexe que j'ai hâte de découvrir plus en profondeur dans les prochains tomes. Je suis donc désormais totalement lancée dans cette saga. Ça y est, lâchez les chevaux, c'est parti, et c'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir et de curiosité que je continuerai à découvrir leur vie, à découvrir l'évolution de leur relation. L'Amie prodigieuse n'est pour moi pas un roman parfait et je crois que je ne pourrais pas dire que ce fut un coup de cœur. Malgré tout, c'est resté une très bonne lecture, une très belle entrée en matière dans cette saga et un roman de sentiments et d'ambiance aux accents parfois un peu historiques que je pourrais recommander sans aucun problème. Voilà, donc c'est bon, j'ai enfin raccroché les wagons, j'ai enfin pu mettre un premier pied dans cette saga qui a tant fait grand bruit et je reconnais que je comprends désormais un petit peu mieux pourquoi tout simplement les lecteurs ont autant plébiscité cette saga. Bon après je vais me calmer, hein, je n'en suis qu'au premier tome, mais j'avoue que s'ils sont tous à l'image de celui-ci, normalement ça fleure bon la suite de saga, enfin la suite de saga réussie. Vous m'excuserez, je crois que la fatigue de ces derniers jours fait qu'aujourd'hui ma diction et mes idées ne sont pas d'une fluidité exceptionnelle. Promis, j'essaierai de me reprendre pour les prochaines vidéos. Voilà, avec 3 ouvrages au compteur, normalement la vidéo du jour n'aura pas été trop longue. J'espère en tout cas que comme d'habitude, eh bien non seulement cette vidéo aura été divertissante, mais aussi et surtout qu'elle vous aura peut-être aiguillé pour vos prochaines lectures. Alors vous le savez, hein, si vous avez des commentaires à faire sur les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, pourquoi pas peut-être aussi des recommandations de lecture à me faire, eh bien les commentaires sont ouverts comme d'habitude, j'adore vraiment papoter avec vous, échanger sur les bouquins, donc vraiment n'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis si en plus de ça vous pouviez mettre un petit pouce levé sous la vidéo, ce serait absolument adorable de votre part. Sur ce, normalement, de mon côté, je pense que je vous retrouve prochainement pour des vidéos un petit peu différentes, un petit peu plus exotiques peut-être, mais promis, il y aura toujours de la lecture au rendez-vous. Et sur ce, jusque-là, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!